fait radiant. Catherine Dumas, bonjour. Bonjour Christophe. Et bienvenue. Un mot quand même sur cette victoire de la France. Hier, quelques incidents, quelques arrestations. Un adolescent, hélas, renversé et tué par une voiture à Montpellier. Mais on craignait beaucoup et finalement, en termes de sécurité, ça a été. Oui, à Paris, je pense que ça s'est bien passé. Il faut dire qu'il y avait un certain nombre de forces de police sur le terrain, notamment sur les Champs-Élysées. Ça avait été bien organisé. Non, moi, je suis ravie, évidemment, que nous partions en finale et rendez-vous dimanche à 16h. Et peut-être un mot sur les Marocains. Bon, il se trouve qu'hier, j'ai déjeuné avec des députés marocains. Et c'était très sympa, juste donc le pré-match. Et vraiment, je voudrais rendre hommage à leur énergie. Ils viennent de loin et ils ont fait un très beau match. Il y a une dynamique extraordinaire. Donc vraiment, bravo aussi pour les Marocains. Très bien. On va reparler de la Méditerranée puisque vous en êtes une spécialiste. Un mot quand même de cette nouvelle présidence des Républicains, Éric Ciotti, qui a gagné. L'autorité de Bruno Retailleau, votre patron au groupe LR au Sénat, est-elle affaiblie au Sénat ? Non, pas du tout. Écoutez, c'est une campagne qui s'est bien passée, qui s'est faite très correctement. On arrive à un résultat qui est quand même assez partagé. Éric Ciotti, qui a de l'expérience, qui a beaucoup de dynamisme, d'énergie, a réussi. Et notre nouveau président, il va devoir rassembler. Je pense qu'il le fera sans problème. Quant à Bruno Retailleau, moi je le connais bien. C'est mon patron, mais c'est aussi un ami. C'est quelqu'un de très bien qui va pouvoir apporter aussi tout ce qu'il sait faire et le niveau de pensée, le niveau intellectuel qu'il peut amener, qui sera très important pour nous pour la suite, parce que je pense que si on veut rebondir, ça sera à travers les idées et il jouera un rôle important. Et Laurent Wauquiez, candidat quasi naturel à la présidentielle 2027, ça vous convient ou les jeux ne sont pas faits ? Écoutez, moi, je suis comme tout le monde, j'attends de voir. 2027, c'est très, très loin. Step by step, on va voir ce qui se passe. Il y aura peut-être d'autres candidats, on ne sait pas. Donc après, oui, que le meilleur gagne. La réforme des retraites divise les Républicains. C'est un titre du Parisien ce matin, entre ceux qui veulent simplement un allongement de la durée de cotisation et ceux qui sont pour un report de l'âge à la retraite. Alors quel est votre point de vue ? Moi, le mien, il est très simple parce qu'en fait, c'est le point de vue du Sénat. Et là, pour le coup, nous sommes vraiment dans la continuité. Ça fait des années que nous demandons justement qu'il y ait un allongement de l'âge de départ à la retraite. Nous, on a demandé 64 ans. Aujourd'hui, le président de la République parle de 65. Bon, ça, c'est à décider. Mais en tout cas, nous, on est très logique au Sénat. C'est vraiment quelque chose. Chaque année, on profite du projet de loi de la sécurité sociale pour le redire. Mais Aurélien Pradier, DLR, dit non. Il ne faut pas infliger ça à la population qui souffre déjà beaucoup. Allongeons le nombre de trimestres, l'âge bougera de lui-même. Non, moi je pense que c'est tout à fait nécessaire de le faire. C'est notre devoir même de le faire. Après, on verra ce qui est décidé. En tout cas, nous au Sénat, on ne changera pas d'avis. Alors vous avez participé au premier plan à un rapport sur la sécurité en Méditerranée, un rapport qui est tout de même assez inquiétant. Zone de guerre possible ? Oui, alors en fait, du fait de la guerre russo-ukrainienne, la Commission des affaires étrangères du Sénat m'a confié un rapport, nous étions deux sénatrices pour faire ce rapport, sur la dégradation du climat stratégique en Méditerranée, du fait de la guerre, et aussi sur le réarmement en Méditerranée. Alors il faut savoir que la Méditerranée, c'est aujourd'hui un espace stratégique très important. C'est un espace où il y a énormément de communication. On parle de ces fameux câbles sous-marins. Qui pourraient être coupés, votre rapport le dit, c'est une cible. Il y a de vrais dangers terroristes sur ces câbles. 98% des communications mondiales passent par là. Donc, vous voyez, c'est stratégique. La Méditerranée, c'est aussi stratégique parce que c'est un flux de transport de marchandises. Énormément par exemple, Suez, 18 000 navires, etc. Et puis aussi, et là, c'est une question très à l'ordre du jour, c'est très stratégique par rapport aux flux humains et notamment aux migrations illicites. Donc, il était très important de faire un panorama sur cet espace avec un jeu de puissance qui bouge. On l'a vu, la guerre a fait bouger les puissances globales qui maintenant interviennent en Méditerranée. La Chine est présente, sûr, le rapport le dit. Et la Russie, surtout, très très présente en Méditerranée. Des puissances régionales qui s'affirment, comme par exemple la Turquie, qui a joué un rôle important, qui se veut le médiateur. C'est elle la principale menace en ce moment en Méditerranée ? Le pays qui veut prendre l'emprise sur la Méditerranée, c'est la Turquie ? Je ne le dirais pas comme ça. Je dirais que la Turquie joue un rôle très important. Elle est membre de l'OTAN. Et d'autre part, elle veut faire la médiation avec la Russie, ce qui d'ailleurs, pourquoi pas, puisque de toute façon, il faudra
le président de la République le dit, mais il a raison. Il faudra bien reparler à la Russie, continuer à parler à la Russie, parce qu'un jour, cette guerre cessera, espérons-le le plus vite possible. Donc c'est très important. Mais c'est vrai que la Turquie joue un rôle important et qu'on voit bien que dans le réarmement, elle s'est énormément réarmée et qu'il y a quand même un certain nombre, en effet, d'enjeux vis-à-vis de pays limitrophes, la Grèce, Chypre et d'autres, par rapport à ce réarmement de la Turquie. Donc il faut surveiller cet espace de la Méditerranée qui peut être assez explosif si on n'y prend pas garde. Et quel rôle peut jouer Israël dans ce contrôle de la Méditerranée? Est-ce que vous en attendez beaucoup? Alors, forcément, Israël, alors c'est pas le pays que l'on a le plus observé dans ce rapport, puisqu'il y a un certain nombre d'autres rapports qui vont venir compléter le travail que nous avons fait, mais c'est évident qu'Israël joue un rôle très très important et qu'il faut voir en effet comment sa place va évoluer. Mais ce que je voudrais dire, c'est que tout ceci est très fluctuant. Ce rapport, nous l'avons commencé en mai, nous sommes déplacés fin août, nous l'avons fait voter par le Sénat en octobre, et on voit déjà qu'il y a encore des choses qui bougent, donc il faut être très attentif. Vous parlez de déclencher et de gagner la bataille des récits, notamment contre la désinformation. Vous pensez que c'est un véritable risque, les fake news, comme on dit? Bien sûr, il y a un nouveau type de guerre aujourd'hui. À tout point de vue, la guerre militaire avec les armes est différente. On voit le sujet des drones, etc. Il y a la guerre de la désinformation qui est très importante et qui est utilisée par beaucoup de pays, et notamment la Russie, on peut la citer. Donc, ils utilisent beaucoup la désinformation. Et donc, dans une des préconisation de notre rapport, d'ailleurs, c'est d'être beaucoup mieux armé psychologiquement pour pouvoir, quelque part, contrer ces désinformations. La France n'est pas à la hauteur aujourd'hui, n'a pas un outil suffisant. Pas que la France, d'ailleurs. Je pense que même l'Europe, beaucoup de pays européens ne sont pas à la hauteur. Et nous avons proposé que l'Europe, justement, se dote de systèmes qui puissent permettre de mieux lutter contre ces désinformations. Et on le voit bien en période électorale, d'ailleurs, tout de suite, il y a énormément de désinformations. C'est une façon de déstabiliser les démocraties, tout simplement. Alors, retour à Paris, Gérald Darmanin s'est félicité hier de la bonne coopération entre l'État et la mairie de Paris pour lutter contre le crack, autour de la fameuse colline du crack. Est-ce que c'est votre sentiment d'élu local? Alors, vous l'avez interpellé sur ce sujet dans une question écrite. Oui, tout à fait. Il se trouve que d'abord, le sujet du crack est quelque chose qui est terrible et qui empoisonne la vie, notamment des habitants du nord-est parisien depuis des années. Il se trouve que j'ai posé une question d'actualité au gouvernement, donc dans le cadre du Sénat, à Gérald Darmanin au début octobre, donc il y a presque 2 mois, sur le sujet de ce campement qui était installé, et il a donc fait en sorte que ce campement soit évacué. Le gros sujet avec le crack, c'est très bien d'évacuer les campements, mais qu'est-ce qu'on fait des personnes? Donc il faut absolument qu'on travaille sur des solutions, non pas à court terme, parce qu'il ne s'agit pas de déplacer ces gens-là, qui d'ailleurs sont eux-mêmes, se déplacent très facilement, mais reviennent ailleurs, et notamment dans Paris. Donc le sujet, c'est de trouver des solutions pérennes, ou en tout cas des débuts de solutions, de façon à pouvoir régler ce problème. Il n'y a pas tant de personnes que ça concernées. En revanche, c'est une drogue qui fait des dévastes, mais impensables, et très vite. Donc c'est très difficile à gérer. Et il faut travailler notamment sur des centres de prise en charge globale qui soient médicales et qui soient sociales, évidemment, voire psychiatriques. J'allais dire psychologiques, mais j'irai jusqu'à la psychiatrie, parce que malheureusement, ça fait de telles atteintes, cette drogue, qu'on est sur la psychiatrie très souvent, et notamment que ces centres ne soient pas évidemment en zone urbaine, parce que ces gens-là ont tout de suite envie de recommencer. Donc, il faut les sortir du cadre qui est néfaste pour eux. Et puis, il faut des mesures de répression pour ceux qui vendent, évidemment. On est en dessous de la main de ce côté-là. L'État n'est pas assez répressif. Alors bon, c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'actions qui sont faites, mais en ce qui concerne la mairie de Paris, elle a quand même été beaucoup dans la contemplation, très franchement. Et on dirait que Madame Hidalgo se déplace tout d'un coup sur le terrain. Elle qui ne va jamais sur le terrain dans Paris, c'est un peu tard, parce que ça fait très longtemps que nous, avec Rachida Dati à Paris, on dénonce ce sujet-là. Vous dénoncez un autre sujet, c'est le risque pour beaucoup de Parisiens de ne pas pouvoir vendre leur logement dans quelques années parce qu'il ne sera pas assez bien isolé. C'est un risque aussi important que cela?
Oui, alors c'est vrai qu'avec les nouvelles normes, on est dans la sobriété énergétique, on est dans la préservation et c'est vrai que de nouvelles normes existent et que beaucoup de propriétaires, et pas qu'à Paris, hein, je vous dirais que ça va atteindre toute la France, mais à Paris beaucoup, vont être en effet sujets à ces nouvelles normes et vont devoir faire un certain nombre de travaux. Donc ça pose des questions de temps, d'argent. Évidemment, il y aura des aides, mais ça pose beaucoup de questions et donc je pense que c'est une angoisse d'ailleurs pour des petits propriétaires. Il n'y a pas que des grands propriétaires, il y a des petits propriétaires qui ont un bien qui est quelque part ce qu'ils ont pu avoir dans leur vie et ils y tiennent beaucoup. S'ils veulent le vendre, ça posera en effet un certain nombre de questions. Qu'est-ce qu'on fait? On les aide? On repousse la Alors date d'entrée en évidemment, vigueur? il y aura des dates. Après, je pense que le sujet va être tel qu'il faudra en effet le réexaminer et peut-être en effet pouvoir revoir en effet les dates limites. Oui. La droite parisienne se sent-elle prête à diriger cette ville ou est-ce qu'il vous manque encore de quoi reconquérir Paris en 2026? Écoutez, là, on est en Conseil de Paris, on est en train de voter le budget, d'ailleurs avec beaucoup de sujets. Nous, évidemment, on ne le vote pas. 10 milliards de dettes à Paris. Donc, il y a une situation très, très compliquée pour Paris. D'ailleurs, celui qui deviendra maire de Paris aura beaucoup de soucis parce que, franchement, le legs ne va pas être fantastique. En ce qui concerne la droite parisienne, nous sommes le premier groupe au Conseil de Paris. Donc le groupe LR Changer Paris est le premier groupe et nous sommes tout à fait en position de reprendre Paris et Rachida Dati, qui est notre chef de file, s'y prépare. Mais il faudra s'y prépare élargir. tous les jours. C'est évident que pour gagner Paris, compte tenu du système électoral, il faudra évidemment au bon moment voir les rapports de force et élargir à un certain nombre d'amis qui sont compatibles avec les valeurs que nous défendons et avec le projet que nous avons pour Paris. Un mot de la baguette. Vous avez présidé le conseil de soutien des parlementaires à ce projet. La baguette est dans le patrimoine de l'UNESCO immatériel. Ça change quoi? Alors, la baguette, les savoir-faire artisanaux de la baguette et la culture de la baguette, on parle du patrimoine immatériel, eh bien c'est très important parce que c'est la reconnaissance d'abord d'une filière, 33 000 boulangers, autant que de communes en France presque. C'est un vecteur social, la baguette, économiquement la filière, et puis c'est l'ADN de la France, c'est vraiment ce qui représente notre art de vivre, donc c'est fort pour nous, ça nous rassemble, c'est comme la Coupe du Monde, c'est une bonne chose. Catherine Dumas, merci, bonne journée. Merci beaucoup Christophe Barbier. Demain 7h45, votre invité sera Fabienne Keller, députée européenne Renaissance.